Donc Piero San Giorgio, bonjour. Mais bonjour. Donc nous sommes chez vous en Suisse Mhm. pour une petite interview. On s'était croisés à Nice il y a quelques années. Oui, Vous avez fait une conférence au moment de la sortie de Survivre, je crois. exactement. Alors j'avais deux, trois questions. Depuis, on va dire, la sortie de votre premier livre sur cette thématique, est-ce que la prise de conscience du survivalisme a progressé en France et en Europe, selon vous? Oui, certainement. Alors déjà, en jugé par les ventes des livres qui sont à... Je pense qu'au total, on doit être largement au-delà des 100 000 exemplaires. Donc forcément, ça veut dire qu'il y a des centaines de milliers de lecteurs. Il y a également de plus en plus de gens qui, sur les réseaux sociaux, en parlent, en font l'écho, ou simplement qui se sont eux aussi lancés dans soit l'écriture de livres, mais aussi dans de nombreuses chaînes d'information YouTube. Certaines sont très techniques, d'autres sont plus généralistes ou philosophiques. En tout cas, c'est clairement un sujet qui, de par sa nature liée à la préparation et la responsabilisation de l'individu et éventuellement à des groupes, est dans l'air du temps, puisque force est de constater que les problèmes économiques s'empirent, les problèmes sociaux sont de plus en plus, se font de plus en plus sentir, et de plus en plus la guerre, sous forme pour l'instant de terrorisme, a commencé à être à nos portes. Donc forcément, il n'y a que des gens qui sont qui sont dans des cocons ou dans des quartiers très protégés ou dans des situations professionnelles ou sociales extrêmement favorisées qui ne se préoccupent pas. Et quand bien même, moi je connais beaucoup de gens qui sont parfaitement en train de surfer malgré tout sur l'économie actuelle et qui vivent très bien et qui s'en sortent bien. Bien malgré tout, ce sont des gens qui sont très friands de ces lectures parce qu'ils se rendent bien compte des problèmes d'aujourd'hui. Alors, est-ce que, on va dire, votre expertise est recherchée par, on va dire, le citoyen moyen qui veut s'informer, ou aussi par les institutions qui voudraient se préparer, ou est-ce que les institutions, finalement, ne nous ont pas un peu abandonnés à notre propre sort dans Alors ces... les citoyens, certainement, encore que, évidemment, même si on parle de 100 000, plus de 100 000 lecteurs, plusieurs centaines de milliers de lecteurs, je pense, au total, et ça rien en français, puisque mes livres sont également traduits dans d'autres langues, ça reste une goutte d'eau dans l'océan. Sur les 60 millions d'habitants en France ou quelques, on est loin d'avoir touché une partie importante de la population. Donc il faut craindre que la plupart des gens restent quand même dans l'inconnu ou pas du tout préparés ou inconscients de ce qui se prépare. Euh, voilà. Ensuite, par rapport aux institutions, c'est très variable. Il y a eu des démarches d'institutions qui m'ont approché pour avoir mon avis ou demander mon conseil sur certains sujets. Et j'ai très vite vu que si certaines ont tout à fait écouté et mis en pratique, d'ailleurs de manière, je trouve très intéressante, les conseils que je leur avais donnés, eh bien, euh, la, la majorité ont subi des attaques de leurs opposants politiques en essayant d'utiliser le thème du survivalisme comme étant un thème anxiogène, voire d'extrême droite, ou quelque chose qui pourrait nous amener aux heures les plus sombres de notre histoire. Enfin, vous voyez comment c'est, quoi. Et donc, moi n'ayant pas comme ambition de servir de bouc émissaire, je me tiens un petit peu éloigné dès que je sens ce genre d'opposition, parce qu'au fond, c'est pas mon travail. C'est au travail des citoyens de faire pression sur leurs représentants politiques, éventuellement, de faire en sorte qu'ils s'occupent de ce genre de problématiques. Moi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ils peuvent lire mes livres, ils peuvent écouter éventuellement mes conférences qui sont aujourd'hui en ligne. Soit ils comprennent et ils agissent, soit ils ne comprennent pas et à ce moment-là, je ne peux rien faire. Est-ce que ça veut dire que dès que, vous faites un peu allusion peut-être à ce qui s'est passé récemment en Suisse justement, dans Oscar Freisinger, je crois, qui avait essayé de vous inclure justement un petit peu pour ces thématiques, mais est-ce que ça veut dire que quand le politique essaye d'inclure ces thématiques, immédiatement le monde médiatique, on va dire,
déclenche un tir de barrage pour empêcher cette rencontre, on va dire, entre votre expertise et des responsables politiques de terrain? Alors, il y a deux dimensions. La première, ce qui serait celle de dire que les thématiques telles que je les présente sont tellement au-delà de ce qui est possible d'entendre aujourd'hui par une certaine partie de la classe politique, c'est-à-dire on parle de guerre civile, de troubles ethniques. Vous imaginez bien que pour une partie de la classe politique où tout le monde est pareil, tout le monde est égal, voire certains sont plus égaux que d'autres parce qu'ils représentent le nouveau prolétariat, eh bien, ces personnes sont incapables de faire du mal, bien qu'ils soient surreprésentés dans les prisons et dans les crimes, dans les statistiques de criminalité. Donc il y a un aveuglement idéologique qui fait que cette problématique ne peut pas être amenée de la manière dont je l'amène. Alors on peut toujours... Ils seront beaucoup plus intéressés à parler d'énergie renouvelable, de panneaux solaires et de la fin du nucléaire. Très bien, mais l'approche telle que je l'amène est pour eux idéologiquement quelque chose qui les fait aller en tilt. Ensuite, il y a une deuxième approche, et ça je peux tout à fait l'entendre, c'est que peut-être ma personnalité et ma manière d'apporter, de présenter les problèmes et les solutions, elle n'est clairement pas celle d'un académicien ou d'un universitaire ou de quelqu'un qui a fait des grandes écoles. Les grandes écoles que j'ai faites, je les ai utilisées pour d'autres parties de ma carrière, de ma vie professionnelle précédente, mais moi j'appelle un chat un chat. Et lorsqu'il y a un problème lié au terrorisme, ce n'est pas un camion fou, c'est un terroriste musulman qui veut tuer des ennemis et des koufars. Donc quand j'appelle les choses comme cela, forcément que cela nous amène à être mis dans ce qu'on considère l'extrême droite, etc. Je m'en fous complètement, personnellement, mais cela peut effectivement poser problème à une certaine classe politique qui est attaquée par les médias, qui sont, il faut le rappeler aujourd'hui, les grands médias sont aujourd'hui juges et partis dans le débat politique. Et c'est regrettable, mais après tout, c'est aussi pour ça que notre civilisation est en déclin terminal. Ça veut dire que pour ces médias, finalement, c'est plus grave de se préparer à des situations de possible guerre que presque, on va dire, provoquer la guerre actuellement. Enfin, on est presque plus accusé si on est on va dire un prépeur ou un survivaliste que si on est un islamiste, même qui n'a pas encore commis l'attentat, mais qui potentiellement peut le faire. Ben, évidemment, puisque dans leur idéologie, l'immigration massive, c'est forcément bon, c'est forcément enrichissant, et que s'il y a des tensions et des problèmes, c'est parce que la population de souche est beaucoup trop raciste et qu'elle n'accepte pas de se faire soumettre, violer, exterminer avec le sourire. Donc, ça, moi, je n'y peux rien. Je ne peux simplement pas, pour ne pas être traité de raciste, simplement accepter de mourir et de vendre mes filles, ma femme et mes enfants en esclavage aux islamistes. Donc non, si la guerre arrive, il y en aura eu. S'il doit y avoir une guerre, on se battra. Alors maintenant, je crois aussi qu'on a le temps, par la préparation, par la responsabilisation individuelle, de prendre des mesures qui vont limiter les effets néfastes de cette conflagration qui a déjà commencé. Je parlais dans mon premier livre d'effondrement économique. Parfois on me demande alors quand est-ce qu'il aura lieu, mais il a déjà lieu. On est en plein dedans. C'est simplement qu'il a une approche qui est lente, qui n'est pas spectaculaire. Nous ne sommes pas dans un film d'Hollywood. C'est simplement que sur plusieurs années, les situations économiques se détériorent. On avait un article très intéressant venant d'Allemagne la semaine dernière, où, pour la première fois depuis quasiment un siècle et demi, les trains sont systématiquement en retard en Allemagne. Et la raison, c'est qu'il y a une vague de suicides comme jamais auparavant en Allemagne. Et donc, une partie de ces suicides se jette sur les voies de chemin de fer, et donc ça cause des problèmes sur les trains. Bref, les Allemands se plaignent que leurs trains sont en retard. Et c'est un exemple très tragique, mais illustratif de cet effondrement économique qui prend différentes formes
des formes de crise sociale, des formes de problèmes économiques, des formes de problèmes techniques, des formes de problèmes d'âme, je dirais, de gens qui ne trouvent plus de sens à vivre dans ce monde, de gens qui... On parle de l'Allemagne. L'Allemagne, en allemand, c'est Deutschland. Quand vous vous baladez dans les grandes villes en Allemagne, vous voyez pas beaucoup de Deutsch. Vous voyez pas beaucoup d'Allemands dans les villes. Donc, ça veut dire quoi, un pays qui s'appelle la terre des Allemands lorsqu'il n'y a plus d'Allemands? C'est un problème pour les Allemands qui restent, qui est métaphysique, et ils se sentent remplacés. C'est quelque chose que beaucoup de touristes, lorsqu'ils vont à Paris ou dans les grandes villes françaises, lorsqu'ils regardent l'ethnie des Français d'aujourd'hui, ils se disent ce ne sont plus des Français. Et ça, c'est un effet psychologique. Donc ces effondrements, ils ont lieu, et simplement les décrire vous fait passer pour quelqu'un d'extrémiste. Simplement, on s'en fout de l'éthique, on s'en fout d'être traité d'extrémiste de nos jours. Ça n'a plus aucune espèce d'importance puisqu'il s'agit de survivre. Donc, vous savez, être traité d'anti-allemand en 1942, moi, ça m'aurait allé très bien. Alors sur cette idée, peut-être que on parlait de la Chine avant l'entretien. Les Chinois ont cette notion de ce qu'ils appellent les transformations silencieuses en fait. Donc est-ce qu'on ne devrait pas finalement voir les choses plutôt comme ça, qu'effectivement on attend toujours les choses de manière un peu hollywoodienne, c'est il y aura à un moment donné un point de rupture, alors qu'en fait les choses sont déjà en cours et finalement tout le discours médiatique vise à masquer ça et à nous retarder nous dans notre préparation. Alors, il y a certainement plusieurs sortes de transformations plus ou moins silencieuses, parce que même en Chine, certaines transformations silencieuses, elles ont eu quand même eu des dizaines de millions de morts. Mais il est vrai qu'il y a des grands mouvements, des mouvements tectoniques lourds qui sont en place, certains voulus par les oligarchies mondialistes, mais qui ne vont pas forcément dans le sens de ce qu'ils souhaitent. Parce que je ne suis pas certain qu'une Europe islamisée soit dans l'intérêt des grands groupes internationaux et de leurs dirigeants et de leurs propriétaires. Donc parfois, on a aussi la maladresse des habiles qui fait que ces transformations, elles déconnent, elles dérapent et elles finissent dans des catastrophes. Ensuite, il y a des données géopolitiques lourdes. C'est clair qu'aujourd'hui, on a une résurgence de la Russie, on a une émergence de la Chine qui aboutit. On a un affaiblissement très fort des États-Unis. Ceux-ci sont des changements majeurs par rapport aux 100 dernières années. En tout cas, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et certainement depuis la fin de la guerre froide. Il y a enfin aussi un changement de structure profonde des mentalités. Les gens ne croient plus au progrès, ne croient plus à la croissance, de moins en moins en tout cas. Et en tout cas dans les pays occidentaux, en tout cas aux États-Unis, en Amérique du Nord, en Europe, les jeunes aujourd'hui savent qu'ils ne vivront pas aussi bien que leurs parents. Ça, c'est un changement majeur. C'est un changement qui peut amener des troubles sociaux énormes, qui peuvent aller vers des situations inconnues, de type révolution, de type même génocide, ou certainement dans quelque chose que nous n'avons jamais connu à cette échelle, puisqu'aujourd'hui tout est global. Donc, à la fin, on retombe toujours sur la question qui est comment est-ce qu'on s'adapte au niveau individuel, au niveau d'une famille, au niveau d'un groupe d'amis ou même d'une région ou d'un groupe ethnique. On peut imaginer, c'est un des scénarios que décrit par exemple Michel Drac dans son dernier livre Triangulation, on peut imaginer qu'une partie des Européens se retrouve une nouvelle diaspora, comme fut la diaspora juive un temps, et que se retrouvent les élites intellectuelles du monde en diaspora dans tous les pays du monde, notamment en Chine ou en Russie, alors que la masse des Français est phagocytée et assimilée dans une masse africano-islamiste. J'aurais dû dire islamo-bamboula si je voulais citer Dieudonné, mais il est toujours politiquement correct de le citer encore aujourd'hui. Donc, enfin voilà, donc on peut très bien imaginer qu'il y ait une diaspora européenne de l'Ouest à travers le monde, mais on peut aussi imaginer que ça finisse dans un grand chaos, et que donc, quels que soient les scénarios, avoir de plus en plus de préparation individuelle, avoir de plus en plus d'autonomie personnelle, avoir de plus en plus de compétences. Vous savez, par exemple, on parlait du diaspora juive, une des raisons pour laquelle cette diaspora se focalisait sur des métiers du type psychologie, psychiatrie, médecine, droit,
c'est que ce sont des métiers que l'on peut transporter dans sa propre tête. Et que donc, si on devait être chassé d'un pays pour aller dans un autre, le métier de la finance, du droit, etc., de la médecine, on pouvait l'embarquer dans une mallette, et certainement dans sa tête. Donc, on pourrait recommencer sa vie ailleurs. C'est beaucoup plus compliqué si on est lié à une usine ou à des moyens de production ou à la terre, par exemple. Donc, c'est vrai que ces questions, elles vont se poser, mais plus on est préparé, plus on réfléchit, plus on a cette autonomie individuelle, plus on a une capacité à se défendre, plus on peut peser dans les choix politiques qui vont arriver, et plus on a de chances de s'en sortir quoi qu'il arrive. Parfait. Merci Monsieur San Giorgio et à bientôt. À une prochaine.